Bonjour chers étudiants, je suis très heureuse de cette nouvelle rencontre autour du PFE. Notre seul objectif, c'est que vous puissiez soutenir dans les règles de l'art pour que vous puissiez séduire votre jury et séduire votre encadrant. Soumaïa Dlimi avec vous, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle. Je suis professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à votre service dans cette période de confinement. Alors, aujourd'hui, la vidéo tant attendue. Comment traiter la partie pratique? Tous mes étudiants m'envoient des messages. Madame, diffusez-nous une vidéo autour du traitement de la partie pratique. Alors, j'espère que cette capsule vidéo sera utile pour vous. Si vous n'êtes pas mes étudiants, vous êtes, on va dire, chercheurs ou vous êtes à la recherche du savoir. Bienvenue et merci infiniment pour votre soutien et présence. Alors, je voudrais juste vous dire, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, vous pourriez me les laisser en commentaire et je pourrai avec grand plaisir les traiter. Allez, on y va sans plus tarder. Si vous avez des stylos et des papiers, prenez des notes s'il vous plaît. La partie pratique, c'est la deuxième partie de notre travail de recherche. Comment faire, comment y arriver pour pouvoir, on va dire, avoir un couronnement de qualité. Chose déjà à savoir, je peux diviser la partie pratique en 3 chapitres. Le chapitre 1, la méthodologie. Généralement, c'est le chapitre 4. Parce que vous vous souvenez, dans la partie théorique, j'avais déjà eu 3 chapitres. Vous vous rappelez? Études conceptuelles ou bien l'état de l'art, études problématiques et études des variables. C'était la partie théorique. Tout de suite, je suis à la partie pratique. Donc, bien évidemment, pour avoir une suite, je serai au chapitre au chapitre 4. Chapitre 4, méthodologie. Chapitre 5, à votre avis, l'analyse des résultats. Je dois présenter mes résultats. Et finalement, je vais conclure avec le chapitre 6 qui sera des recommandations. Je commence alors. Le choix déjà d'une méthodologie de recherche qui soit appropriée pour mener à bien la recherche n'est pas une tâche facile, ça vous le savez. Pourquoi? Parce que, étant donné la diversité importante des méthodes, il y a énormément de méthodes, et la complexité qui est croissante des sujets de recherche. Donc, le choix d'une méthode appropriée, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il demande de votre part? Une réflexion sur une démarche de choix de la méthode. Notre démarche alors prendra en compte les différents facteurs qui vont influencer ce choix. Exactement. Donc cette partie, qu'est-ce qu'elle sert? À expliquer votre démarche méthodologique, c'est-à-dire mieux comprendre ce que vous avez fait, comment vous avez mené votre étude, quelle a été votre cible. Je vais y aller doucement. Ce qu'il faudrait inclure dans la partie méthodologique, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la partie méthodologique? Expliquer, première des choses, la nature de votre étude pratique, qu'on appelle souvent étude empirique. Ça veut dire étude terrain. Le choix de votre travail, expliquez-le. Est-ce que vous avez opté pour une enquête, un entretien, questionnaire, observation ou observation participante, intervention? Vous aviez réalisé une mission, donc mission réalisée, technologie adoptée. C'est en fait partager avec votre lecteur votre chemin de combattant. Je l'appelle comme ça. C'est la garantie pour votre lecteur de savoir que c'est vrai déjà, que c'est vous qui avez mené ce travail et non pas vous l'avez copié-collé de quelque part. La plupart des encadrants ont peur que leurs étudiants partent chercher ailleurs, copier-coller le travail et le ramener. On va dire qu'il y a le logiciel plagiat, c'est vrai, anti-plagiat. Mais il est toujours utile et intelligent de votre part d'écrire chaque petite étape de réflexion et de mission que vous aviez eue pour pouvoir vraiment justifier chaque petite étape que vous aviez eue tout au long de votre processus de recherche. C'est la garantie de fiabilité, c'est la garantie de validité et de scientificité de votre projet de recherche. Je vais essayer de vous expliquer doucement. Alors, si les recherches on va dire quantitatives, on va dire ces deux notions peuvent être différentes, quanti et quali, mais par rapport
À chacune, elle a ses spécificités qui sont prises en compte pour améliorer la validité ou la fiabilité. De plus, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit de classifier et de clarifier que les variables que vous avez utilisées pour opérationnaliser les concepts que vous avez étudiés sont les bonnes. Et d'évaluer aussi dans quelle mesure la méthodologie de recherche permet de répondre aux questions que vous vous êtes posées. N'oubliez pas que vous avez posé des questions de recherche au début, avec la problématique. Donc, pour un projet de recherche, il est utile de partager quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez choisi quelle méthode? C'est la première des choses qu'un encadrant doit trouver. Et justifier, expliquer-la, pour montrer déjà que vous la comprenez. Je vous donne un titre d'exemple. Imaginons la méthode expérimentale. Vous avez choisi d'expérimenter les choses. C'est une démarche hypothético-déductive. Donc, vous allez vous baser sur l'expérience rationnelle et sensorielle. C'est cela ce que vous allez écrire. Et c'est cela ce qu'on va trouver dans la méthodologie. Nous devons lire vos observations. Nous devons lire dans votre texte, on va dire, comment vous avez manipulé la réalité. Vous devez nous raconter grâce à votre sens et à votre raison. Et comment vous avez fait pour vérifier ou comment vous avez fait pour réfuter vos hypothèses. Donc c'est un récit. Ce sont des textes qui expliquent doucement comment vous aviez fait. Qu'est-ce qu'on doit trouver? La posture de votre recherche. C'est la deuxième des choses. Qu'est-ce que ça veut dire une posture? Ça veut dire quel type de raisonnement? Comment vous aviez réfléchi? Votre lecteur doit trouver ceci. Donc vous devriez rédiger aussi une partie complète sur votre raisonnement. Vous allez décrire comment vous avez réfléchi. Il y a 3 types de raisonnement. Il y a le premier qui est la déduction. Le deuxième, l'induction. Et le troisième, c'est l'abduction. Je vous explique alors. Si vous avez des calepins, prenez des notes. Si je me base sur la déduction, alors c'est déjà appelé souvent hypothético-déductif, la démarche hypothético-déductive. Si c'est votre cas, peut-être, écoutez-moi très bien, il s'agit de tester sur la base d'hypothèses des connaissances que vous avez pu développer dans la partie théorique. Donc vous allez partir sur le terrain à partir de ces hypothèses pour pouvoir vérifier vos hypothèses sur le terrain, pour pouvoir les confirmer ou les infirmer. Je passe à l'induction. Il s'agit de construire des connaissances. Peut-être aussi c'est votre cas. Et de développer des concepts à partir d'une étude empirique. Donc là, c'est la démarche inverse. Il y a peut-être certains parmi vous qui sont partis en stage. Ils ont vu certaines réalités en stage, n'ont pas fait d'état de l'art. Ils vont induire, ils vont ressortir de leur stage, de leur expérience, une connaissance. Là, ils vont expliquer dans la partie méthodologie qu'ils sont dans un raisonnement inductif. Ce sont des déductions. Ça peut être aussi un troisième cas, l'abduction, qui consiste à tirer de l'étude empirique des conjonctures qui vont faire l'objet de tests et de discussions. Donc, positionnez-vous. Je pars vers 3, la clé 3. Pourquoi la démarche hypothético-déductive qui est souvent utilisée en sciences de gestion? Parce que vous allez rédiger vos observations, vous allez rédiger vos questionnements, vous allez élaborer une hypothèse qui doit être vérifiée sur le terrain ou plusieurs hypothèses. Vous allez ressortir des déductions, de prédictions qui peuvent être testées et éventuellement invalidées. Ce n'est pas toujours le cas qu'elles soient validées. Vous allez définir une vraie définition d'expérience pour pouvoir tester les prédictions. Et c'est vous qui allez écrire tout cela, on va dire. C'est parce que c'est vous qui avez mené l'enquête. Vous n'allez pas la chercher dans un livre, c'est votre propre expérience. C'est vous qui avez vécu cela, vous allez le rédiger. Comme si vous êtes en train de raconter. Et vous allez même raconter comment vous avez validé ou consolidé vos hypothèses, qui vont, si elles sont confirmées, vont devenir des théories. Donc la démarche hypothético-déductive, qui est suivie dans le cadre des projets en sciences de gestion, par exemple, c'est une voie royale pour les sciences dures, pour nous permettre, on va dire, d'interpréter et de répondre à la question de départ. Et se résume aussi en 2 mots-clés. Recherche
Là, vous faites de la recherche directe, observation et déduction. Si vous faites de la recherche, vous allez partir vérifier avec de l'observation sur le terrain et vous déduisez, vous êtes dans la démarche hypothético-déductive. Et vous allez bien sûr rédiger plusieurs paragraphes pour expliquer cette expérience. 4 maintenant. Qu'est-ce que nous devons trouver dans la partie méthodologie toujours? Je suis toujours dans la partie méthodologie. Présentez vos hypothèses, s'il vous plaît, et présentez où vous les avez tirées, parce que vous ne pouvez pas les tirer de votre propre esprit. Vous devez les tirer à partir de la vision d'auteur, à partir de théories. Donc, d'où vous les avez tirées? Justifiez, car une hypothèse, c'est un fil conducteur de votre recherche qui permet d'établir une relation entre deux concepts, comme je viens de préciser tout à l'heure. C'est-à-dire déterminer a priori une relation causale, on va dire, ou une relation de réciprocité qu'il faudrait absolument démontrer. 5e élément que nous devons trouver dans la partie méthodologie, ce sont les paradigmes épistémologiques. Il y a en fait 3 paradigmes qui sont reconnus dans la littérature. Interprétativiste, constructiviste et positiviste. Laquelle vous avez choisi? Vous avez interprété des données? Expliquez alors que vous êtes dans le paradigme interprétativiste. Et montrez-nous pourquoi vous avez choisi d'interpréter la réalité, d'interpréter les comportements de certaines personnes. Si vous n'avez pas choisi l'interprétation, vous avez choisi beaucoup plus la construction de nouvelles donnes. Donc vous allez peut-être plus nous expliquer que vous avez adhéré au constructivisme ou bien peut-être au positivisme. 6 maintenant. Le choix, quel est le choix que vous avez fait, que vous avez choisi par rapport à votre étude empirique? C'est-à-dire, montrez-nous, est-ce que vous avez fait du quali ou du quanti? Et qu'est-ce que ça veut dire du quali et du quanti? Il faut nous expliquer pour nous montrer déjà que vous ne faites pas les choses aléatoirement. Un conseil, la validité d'une approche de recherche déjà quantitative, elle est obtenue à travers quoi? Une logique d'une approche structurée et qui est commune. Les concepts, si vous allez les examiner et vous allez les tester par l'énonciation de variables, vous allez énoncer des variables qui sont observables, qui sont tangibles et qui sont clairement définies. Et c'est ce que vous avez tenté d'effectuer. Donc là, nous sommes dans le quanti. Vous allez bien sûr distribuer des questionnaires et vous allez récolter ces questionnaires. Et dans le chapitre suivant, le chapitre 5, vous allez nous expliquer à travers votre étude, qu'est-ce que vous avez pu ressortir à partir de ces résultats. L'approche maintenant qualitative, si vous allez effectuer un face-to-face ou plusieurs, ou des focus group avec des dirigeants, c'est une insistance sur la construction sociale. Si vous êtes beaucoup plus dans le relationnel, c'est bien d'avoir plusieurs rendez-vous avec des dirigeants si le temps le permet. Et donc, vous allez pouvoir rencontrer ces dirigeants pour 1 heure minimum ou 1h30 d'entretien, directif ou semi-directif, récolter les données et partir faire une analyse de données que vous allez présenter dans le chapitre 5. Et donc, une approche quantitative ou qualitative, c'est à vous de choisir selon la nature de votre possibilité déjà. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Qu'est-ce qui est faisable selon la faisabilité? Et aussi pour pouvoir relever toutes les corrélations entre les entités, afin d'expliquer la réalité. Réfléchissez s'il vous plaît. Différents types d'études peuvent être planifiés. Vous pouvez même, si vous êtes courageux, faire les 2 études, quali et quanti, dans le même travail de recherche. Commencer par une étude exploratoire, après partir vers une étude confirmatoire, la première étude confirmatoire, quali, et partir vers une 2e étude confirmatoire, quanti. L'échantillon sera beaucoup plus grand dans la 3e phase. Vous pourriez alors, lorsque vous commencez par une étude exploratoire, pour explorer le terrain, savoir ce qui se passe, et peaufiner votre modèle de recherche, commencez par un très petit échantillon. Après, vous allez faire une étude descriptive pour pouvoir ressortir les vraies données. Après, vous passez vers une étude analytique pour pouvoir analyser les vrais ressortissants de l'étude, de nature bien sûr explicative et confirmative. Vous pourriez aussi faire une étude de pilotage et développement d'échelle. Pour l'instant, en licence,
ne vous compliquez pas trop les choses. Faites une étude, soit quali, soit quanti. Ne faites pas les deux parce que c'est très difficile, surtout côté timing. Et si vous faites une étude quantitative, vous pourriez utiliser le logiciel SPSS pour pouvoir ressortir les graphes, ressortir, on va dire, le modèle, ressortir et analyser, surtout analyser. Si vous faites du qualitatif, vous pourriez aussi utiliser, on va dire, l'outil le plus facile qui est NVivo, qui est un logiciel qui va vous aider à traiter les données pour analyser les données. Si vous n'avez pas NVivo, vous pourriez le faire tout seul pour pouvoir, après avoir écrit les verbatim, c'est-à-dire tous les échanges que vous avez menés, donc les verbatim écrits, vous allez après commencer à faire une analyse de contenu. Je vous explique certaines choses très rapidement. Ça peut être exploratoire, descriptif, analytique, exploratoire ou confirmatoire. Ça peut être même étude pilote. Ça peut être, on va dire, le développement d'échelle. Et bien sûr, je voudrais bien, pour être beaucoup plus clair, vous donner quelques exemples. Alors, je reviens au premier. Si vous êtes dans le côté descriptif, donc il est beaucoup plus conçu pour obtenir des informations sur une matière ou autre pour décrire un dispositif par rapport à une population. Si vous êtes dans l'exploratoire, on va essayer de quoi? De connaître davantage un sujet sur lequel le chercheur, il va essayer de fournir des résultats. Donc, j'espère que c'est clair, mais je préfère faire une courte vidéo. Je vais vous voir très très bientôt dans une autre vidéo pour pouvoir continuer. Restez avec moi et rendez-vous dans la prochaine vidéo, part 2, pour pouvoir finaliser. Allez, à très très bientôt.